We need to find the others. I haven't seen some of them for centuries. You hear that, Sprite? Family reunion. It's about time. Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je suis avec Arnold. Et aujourd'hui, on va parler des Éternels qu'on a vus. Simon et moi, on a fait une vidéo sans spoiler pour parler de ce qu'on a pensé du film. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo avec spoiler, donc barrez-vous si vous voulez rien savoir du film, parce que à la fin des Éternels, il se passe beaucoup de choses. Moi perso, j'avais pas ressenti ça devant un film Marvel depuis 2012 avec Avengers 1, où je me rappelle à la projection, quand Thanos est apparu, je ne savais pas ce que c'était, tout le monde a hurlé, je me suis dit ok, je vais sur Wikipédia. Là, à la fin des Éternels, il y a la fin du film, une première scène post-générique, une deuxième scène post-générique, et je me dis, what the fuck. Alors moi, dans cette vidéo, je serai le néophyte qui va poser plein de questions, et toi, tu seras l'expert, donc tu seras la page Wikipédia, le Google de la vidéo. Très bien. Voilà, c'est une grosse responsabilité, hein, sache-le. Je suis pas très serein, mais allons-y. Pas de pression. La première chose, c'est la fin du film. Okay. En gros, à la fin du film, on a Cersei qui est en train de voir son copain de Game of Thrones et de lui expliquer que la vie est compliquée, et le fameux Céleste, qui s'appelle Arishem, arrive dans le ciel en incrustation dégueulasse, chope les Éternels qui sont restés sur Terre, parce que certains sont dans un vaisseau, on en parlera plus tard, et leur dit, en gros, c'est pas bien de me désobéir, vous avez fait des choses qui étaient pas bien, donc vous estimez que les humains méritent d'être sauvés, très bien, je vais étudier votre mémoire, on va voir si ça vaut le coup, je vais revenir pour le jugement dernier, salut, bye. Alors déjà, d'où ça sort? Est-ce que ça vient des comics? Est-ce que t'étais étonné quand c'est arrivé à l'écran? Alors pour le coup, c'était relativement étonnant, il y a même plusieurs choses qui m'ont étonné dans le film, ne serait-ce que le fait qu'il y ait autant de membres des Éternels qui disparaissent comme ça tout au long du film, c'est plutôt étonnant. Et même effectivement, cette rébellion des Éternels contre les Célestes qui arrive immédiatement, ouais. C'est plutôt surprenant, et encore plus effectivement avec Arishem le juge qui va arriver bien plus tard en disant ben ouais, vous avez laissé l'humanité proliférer véritablement sans tenir compte de votre mission, et maintenant on va voir où est-ce que ça en est, et tout ça en tout cas moi je ne l'ai pas lu, je l'ai découvert là comme ça à l'écran, et c'était très surprenant qu'ils prennent cette direction immédiatement plutôt qu'une origin story relativement classique avec typiquement les Éternels contre les Déviants, avec les Célestes qui surveillent un petit peu tout ça. Et là, effectivement, de tout de suite installer le fait que les Déviants, en fait, sont pas si méchants que ça, et que, en fait, au contraire, même ils veulent protéger l'humanité aussi, et juste avoir leur vie tranquille, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant de la part de Marvel. Ok, donc de faire des Célestes le prochain gros ennemi ou une menace, c'est pas si attendu, et à quel point c'est une menace, à quel point à la fin l'humanité est dans la merde, les Avengers sont dans la merde. Parce que un Céleste, ça a l'air d'être comme surpuissant, très grand et un peu capable de tout, n'importe quoi. Ça va être très compliqué pour eux. Ouais. Ça va être très compliqué parce que, comme on le voit dans le film, ils sont capables de créer des galaxies, ne serait-ce qu'il y ait des univers tout entiers, simplement en concentrant leurs mains et concentrant leur puissance. Donc ça va être très difficile pour eux de s'en sortir. Mais mine de rien, il y a quand même un petit espoir, parce que on l'a vu, on est capable de tuer les Célestes, puisque il y a la tête. Cersei et voilà. Parce que nous. Voilà, ils sont au moins capables d'être endormis, et il y a la tête du Céleste qui sert de base aux gardiens de la galaxie avec Nowhere. Donc ils peuvent être tués, on ne sait pas comment, on ne connaît pas leurs origines. Parce que personne ne l'a dit dans Marvel, dans l'MCU, comment ce Nowhere a été créé, d'où il a été tué, ce Céleste. Absolument. C'est juste qu'il est là, quoi. Absolument, okay. Et effectivement, il est là. Mais le père de Star-Lord, c'est pas un Céleste dans les Gardiens de la Galaxie 2? Ego, non. Ok. Ego, il n'a pas été tué comme un Céleste, c'est encore un truc différent. C'est encore autre chose, effectivement, c'est encore c'est une planète vivante, véritablement. Pourquoi pas, écoute. Et oui, parce que ça veut dire que ce Céleste, Arishem peut revenir et dire l'humanité, vous ne méritez pas, clac, je vous tue, je rase la Terre. Et qui peut arrêter ça? Qui a le pouvoir? Qui pourrait... Alors, il y en a plusieurs. Il y a évidemment les Éternels, qui sont probablement les premiers désignés. Et surtout, les grands ennemis des Célestes, en tout cas dans les comics, c'est les Gardiens. Avec les Gardiens, on en a vu un, notamment, dans la série What If, qui sert de narrateur, Watu. Et en fait, le chef des Gardiens est véritablement celui que veut faire tomber les Célestes, en fait, parce qu'il considère que, comme il n'agit pas sur le sort du monde et qu'il laisse couler les choses, comme tous les autres Gardiens, il accélère la fin du monde, ce qui, en fait, n'arrange pas du tout les Célestes, puisque eux, ils veulent proliférer et continuer d'exploiter les différentes planètes à travers le système et les univers, pour continuer d'avoir encore plus de Célestes, quoi. Donc il y a cette opposition entre les Gardiens d'un côté et les Célestes de l'autre, et c'est éventuellement les seuls qui pourraient rivaliser avec eux, mais ça va être
ça va être très Ouais, compliqué. donc en ce tout cas, serait des sortes de dieux ou de mi-dieux qui en fait utilisent un peu de leur groupe et leurs Avengers chacun pour mener leur combat, et ce serait comme ça que ça pourrait éventuellement se passer. Pas trop. Pas trop. En fait, moi, je verrais plus en fait, le fait d'essayer de convaincre véritablement les Célestes que l'humanité mérite d'être sauvée. Un film de procès dans le MCU, pourquoi pas, écoute. Enfin. Exactement, parce que ça, pour moi, ce serait extrêmement difficile, effectivement, de venir à bout d'un Céleste, étant donné que là, déjà, il reste très peu d'Avengers, il reste très peu d'Eternals. Oui, c'est pas par la force, en fait, ce serait plutôt, mais du coup, ce serait anti-spectaculaire que le mec revienne et on lui dise, en fait, on est gentil, qu'il hésite, ok, et je repars dans l'espace. Totalement. Ou que ça se passe éventuellement sur une autre dimension, ou je sais pas comment est-ce qu'ils vont effectivement réussir à régler ce conflit, mais ça sent pas bon, en tout cas. Pour la planète Terre, ça sent vraiment pas bon. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, ok. Oui, parce que c'est vrai que maintenant qu'ils ont annoncé que ce truc-là allait venir pour le jugement dernier, c'est juste un tic-tac jusqu'à quand? Est-ce que c'est le truc qui va arriver dans quelques films, dans quelques décennies, pour nos petits-enfants, si on en a, on en parlera plus tard. Alors, première scène post-générique, donc on retrouve les Éternels qui, eux, n'étaient pas sur Terre, notamment Téna, qui sont partis dans leur vaisseau qui ressemble à un film de Denis Villeneuve, et qui attendent que leurs copains arrivent et se disent, quand même, c'est bizarre, on n'a pas de nouvelles, il doit se passer un truc. Et là, le drame. Surprise. Dans un couloir sombre, deux silhouettes apparaissent. Le premier, c'est un gnome dégueulasse qu'on dirait sorti de Narnia, et je me suis dit, mon Dieu, j'espère que c'est pas une version alternative de Thor qu'on a vu dans Loki et tout, parce que sinon je ferme les yeux et je pars. Et surtout, une silhouette sort de l'ombre. Et là, alors moi j'ai été mi-exaspéré, mi-fier de moi, parce que j'ai reconnu rien. J'ai pas reconnu le personnage ni l'acteur. Le personnage c'est Star Fox et il l'énonce, et l'acteur c'est Harry Styles, et je me suis dit, ah oui c'est vrai, j'ai vu dans le générique c'était lui, je me suis dit, bon, je sais pas qui c'est, on va dire que je suis content de moi. Alors qui sont ces gens? Parce que lui, il l'énonce clairement qui il est, il dit, je suis Eros, le frère de Thanos, je fais des blagues, je suis beau, fin. Qu'est-ce que je suis censé comprendre de ça? Parce que moi je me suis dit, ok, so what? Ok, alors déjà lui-même se présente très très bien, à savoir que effectivement c'est tel quel qu'il se définit, il est le frère de Thanos, voilà. Donc tout le monde l'a reconnu, en tout cas Harry Styles, j'ai pas tellement besoin de le présenter, ça va. Visiblement si, puisque des gens comme moi, ont oublié qu'il était quoi. Ok, donc ancien chanteur des One Direction. Merci pour ce moment Wikipédia, merci. Voilà. Et qui a joué dans Dunkerque de Christopher Nolan. Tout à fait, voilà, c'est ce que j'allais mentionner, exactement. Et donc Star Fox, donc le frère de Thanos, qui lui aussi provient des Éternels de Titan. Sauf que véritablement c'est l'opposé de Thanos, à savoir que quand Thanos est né, il était rejeté par sa mère, par sa famille, par les autres, du fait de son physique disgracieux et de sa peau violette, qui en fait il était atteint par le gène déviant, véritablement. Et Eros, à l'inverse, lui, était extrêmement populaire, adoré de tous, et il a le pouvoir, en particulier, de stimuler le plaisir, de provoquer le plaisir chez les autres. Voilà. Je suis vraiment mort de regarder ce choix de casting, quoi. C'est pour ça que Harry Styles, effectivement, est parfait. Donc Eros, il y a eu énormément de problèmes sur Titan, notamment Thanos a voulu tuer sa mère, il a voulu tuer même l'intégralité de la planète et réduire Titan à néant. Eros ensuite est parti à affronter son frère. Il a vécu différentes aventures parce que c'est quelqu'un qui adore la vie, qui adore les gens, l'inverse encore une fois de Thanos, et qui a plusieurs conquêtes à travers l'espace et l'univers, évidemment, y compris sur Terre, puisque on se souvient de lui comme un dieu mythologique. Et après différentes péripéties, à un moment il arrive sur Terre. Il rencontre les Éternels de la Terre, et il leur raconte son histoire, parce que normalement dans les comics, il y avait d'un côté les Éternels de la Terre, d'un côté les Éternels de Titan, et tout ça en fait venait d'un seul et même groupe qui s'est séparé du fait d'une scission, en fait d'un désaccord, et ensuite pendant que certains sont restés sur Terre, d'autres sont partis sur Titan pour fonder une colonie. Il y a eu toutes les complications qu'on connaît, et ensuite c'est seulement après que effectivement les deux colonies d'Éternels se rejoignent, en tout cas les survivants de Titan et en particulier Star Fox rejoint les Éternels de la Terre. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que tout ce bordel, pardon de te couper, c'est qu'en fait ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a dans le film, puisque comme tu me l'as dit tout à l'heure, ils ont réécrit plein de choses, donc absolument. Titan, Thanos et tout, c'est vrai que tout ça on se dit, ils vont être obligés de rafistoler, de recoller les bouts partout, puisque c'est pas du tout ce qu'ils ont fait dans le MCU. Un petit peu. Alors à quel point dans le MCU c'est le frère de Thanos par exemple, on le sait pas, mais est-ce que ça va être pareil, puisque les Célestes ont créé les Éternels pour le coup, donc il y a un truc de...
ils ont pas de parents, ou alors peut-être que si, ou c'est Bah, pas très clair. Exactement, déjà ça, effectivement, il va falloir le mettre au clair. Est-ce qu'ils ont une famille, eu une famille, effectivement? Est-ce qu'ils sont nés de parents éternels aussi, ou pas? Ou est-ce que c'est des frères symboliques, qui ont grandi ensemble Exactement, un peu comme effectivement les éternels considèrent qu'ils sont tous frères Voilà. et sœurs parce qu'ils vivent en famille. Donc ça, il va falloir effectivement Ça l'expliquer. fait un peu d'inceste, hein, c'est un peu chelou, mais Un c'est peu, un autre hein. sujet, on en C'est parle plus bizarre. tard peut-être. Mais donc il va falloir l'expliquer. Ouais. Et puis ensuite, même l'idée d'avoir le fameux frère effectivement de Thanos, comment est-ce que ça se concrétise? Parce que normalement, Théna, qui est une des éternelles de la Terre, normalement, est la cousine de Thanos, puisque normalement, son père, Athéna, est le frère du père de Thanos. Voilà. Voilà. Non, bref, J'ose même dans pas tous- imaginer s'ils essaient de foutre ce bordel, mais... Bah, ok. dans tous les cas, Donc tu veux dire qu'Angelina Jolie pourrait être la cousine de Harry Styles? oui. C'est que ce monde est bizarre. Mais pourquoi pas? En Mais même voilà. temps, il vit dans Mais le même univers, en tout cas, de gens sur, pas normaux, sur le mais- papier, c'est le cas. Maintenant, effectivement, d'après ce qu'a fait le MCU, les Éternels sont créés les uns après les autres, un petit peu comme des machines Ouais. à la chaîne, on le voit. Et ils ont strictement aucun lien de parenté, quoi, entre eux. En tout cas, Ok. hormis, Ouais. hormis ce lien et le fameux Unimind qui leur Mhm. permet de tous se connecter. Mais Ils viennent du même moule, quoi, c'est tout. Exactement. Et du coup, ce Star Fox, c'est quoi ses capacités, ses pouvoirs, ses... Alors, comme je l'ai expliqué, il a la capacité de stimuler et de provoquer le plaisir chez les autres. Oui. Et comme tous les Éternels, il est immortel, il dispose d'une force surhumaine, etc. Donc, c'est pas très étonnant qu'à un moment, il rejoigne les Avengers Mhm. à temps plein. Pendant notamment Secret Wars, quand le Beyonder a remporté tous les grands super-héros et les grands super-vilains sur un autre monde pour qu'ils s'affrontent les uns les autres, Vision est devenu le chef des Avengers et il a fait de Star Fox un membre à part entière de l'équipe. Il a eu une relation avec Miss Hulk, notamment. Je commence à avoir une migraine, là. Voilà. il s'est passé Entre les gens morts du MCU et les gens qui pourraient revenir et les multivers et tout, je me dis... Il s'est passé Mon Dieu. énormément de choses, ça c'est sûr. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Star Fox va très probablement rejoindre les Éternels de la Terre, Ouais. ça c'est sûr. À mon avis, participer avec eux à le Unimind et les rejoindre Mhm. effectivement. Et ensuite, là très récemment, dans les comics, et même c'est un arc narratif qui arrive, c'est qu'après la mort de Thanos, une fois qu'il est tué par Gamora, dans son testament, il indique que il reviendra. Il va prendre possession d'un corps, comme ça, sa conscience va forcément revenir. Ok. Star Fox, persuadé que ce corps en question sera celui de Gamora, il se lance à la poursuite de sa nièce, et il monte une équipe qui s'appelle les Dark Guardians, avec Nebula, le Cosmic Ghost Rider et d'autres héros, pour aller tuer Gamora. Sauf qu'en fait, il s'est avéré que Thanos avait prévu de revenir dans le corps de Star Fox, juste évidemment. Et du coup, Gamora se retrouve à devoir tuer Star Fox pour l'empêcher Thanos de revenir, ce qui ne fonctionne pas hein, de toute façon, mais Star Fox meurt quand même. Donc éventuellement, peut-être que ça se trouve, là, cette introduction de Star Fox permettrait une possible résurrection de Thanos en fait via sa conscience, etc. Peut-être qu'ils vont adapter ces comics-là. C'est une des pistes de réflexion. En tout cas, pour l'instant, d'après moi, il va rejoindre les Eternals. Peut-être les Avengers par la suite, éventuellement, effectivement, à passer une nuit avec Miss Hulk, exactement comme dans les comics, et ensuite ça Parce que la aura des série répercussions. arrive... She-Hulk et Miss She-Hulk. Hulk, c'est pareil? Oui. Ok. Parce que là, c'est vrai qu'à la fin, on se dit, ils sont dans l'espace, il fait des blagues, il arrive devant Théna, Angelina Jolie et ses copains qui sont dans l'espace. Ça donne l'impression que, bon, il y a les Éternels qui vont continuer, mais les Gardiens de la Galaxie 3 qui va arriver, eux, ils sont dans le cosmos, c'est un peu le même genre d'univers, d'humour et tout. Donc c'est vrai que Absolument. moi, en néophyte, me dit, ce serait logique qu'ils se croisent. Il y a une bestiole en 3D dégueulasse par terre, elle va sûrement devenir pote avec Groot ou je sais pas qui, donc ouais. Ça C'est- semble un peu logique. Ça paraît logique en tout cas qu'il va très probablement croiser les Éternels, Ouais. probablement rejoindre les Avengers, effectivement probablement aller voir les Gardiens, ne serait-ce que si c'est le frère de Thanos, aller rencontrer Gamora et Nebula. toute une logique, ouais. Déjà. Donc en tout cas, il va revenir, ça c'est certain, et il pourrait potentiellement avoir un rôle important par la suite, ne serait-ce que est-ce qu'il va permettre de faire revenir Thanos ou pas. Ok, bon, troisième scène qui est la Voilà. deuxième post-générique à la toute fin. On revoit donc Kit Harington qui Oui. jouait un personnage dont on se fout pendant tout le film, qui est un Mystérieux. être humain et le copain humain de l'héroïne, joué par Gemma Chan. Et
Le film se termine quand le Céleste vient choper les Éternels, dont Cersei devant elle. Il tease un peu qui il est en lui disant tu sais, moi aussi j'ai une famille compliquée, ta et ça coupe, et on se dit bon, j'espère qu'il y aura un indice supplémentaire. Moi qui n'y connais rien, je me dis peut-être que c'est un mutant, puisque dans le MCU, ils ont racheté la Fox, donc les mutants vont être là, ils parlent de famille, ah, why not, pourquoi pas, et tout. Il se trouve que pas vraiment, puisqu'à la toute fin, il y a une scène dans un bureau quelconque, sans intérêt, devant une mallette qui a l'air un peu naze. Alors toi, je sais que t'as un peu commencé à bouger et faire un haussement de sourcil, je me suis dit, ok, t'as l'air de savoir ce que c'est, moi pas du tout. Il ouvre une mallette de merde, il y a une épée dedans, on se dit, ok, super, et mec de Game of Thrones, qu'est-ce qui se passe? Il y a une épée, il a l'air de, ah, il a peur de la toucher et tout. Je caricature à peine, hein. Il joue très bien, il part dans l'arrière de la pièce, fait, oh non, et il revient et tout. Et il va pour toucher l'épée, une voix arrive dans l'ombre et lui dit hors champ, ah, vous êtes machin, attention, un truc du genre, quoi. Voilà. Et ça finit là-dessus. Tout à fait. Alors là, pour le coup, moi, j'étais totalement dans l'obscurité, puisqu'il ne dit pas qui il est, on ne comprend pas du tout, il n'énonce pas son nom, donc c'est qui? Qui est cette personne? Et je t'en veux pas parce que effectivement le J'espère film bien. ne fait strictement aucun effort pour le présenter et même lui non plus ne s'introduit pas du tout. Ouais. Donc là c'était purement du teasing de la part de Marvel Studios qui a bien fonctionné pour n'importe quelle personne qui a lu les comics et qui connaît ce personnage. Sinon effectivement toutes les autres personnes comme toi, bah, elles ont regardé Kit Harington et Avec une épée. Avec Ce une qui épée. en soi est un argument hein, Voilà, aujourd'hui, mais c'est pas suffisant. Ouais. Donc ce personnage, c'est Dane Whitman, qui donc est l'héritier du costume et de l'épée du Chevalier Noir. Enfin l'épée en l'occurrence, ça s'appelle l'épée d'ébène, et c'est une épée qui provient de l'époque de Camelot et du roi Arthur, voilà, qui a été forgée par Merlin à partir d'un météore et qui est maudite. À savoir que si on l'utilise impurement, ou en tout cas pour tuer négligemment, on devient de plus en plus fou et on est poussé par une rage véritablement de tuer, quoi. D'où le fait qu'il ait autant de doutes et de prudence à la prendre en disant Exactement. vraiment j'en ai besoin. Bon, il y a un Céleste, ma copine est partie, très bien, ok. Tout à fait. C'est pour ça que, et même quand il s'approche, on voit que l'épée a un petit mouvement Ouais. aussi au niveau du métal qui a été utilisé. Donc voilà, cette fameuse épée s'est passée de génération en génération, donc elle a appartenu à un chevalier à l'époque de Camelot, qui a protégé le roi Arthur avec. Elle a ensuite été passée à des siècles plus tard, à un professeur qui s'appelait Nathan Garrett, qui l'a malheureusement pas pu l'utiliser parce qu'il n'était pas digne. C'est un petit peu en fait comme le marteau de Thor, véritablement. Et ensuite, il a décidé de devenir un super vilain, il a affronté les Avengers, sauf qu'il s'est repenti sur son lit de mort, et sur son lit de mort, tout son héritage, ses possessions, son épée, son château, sont partis à Dane Whitman, donc Kit Harington, qu'on voit dans le film, qui lui, par contre, est un cœur pur et peut utiliser l'épée. Encore une fois, un chevalier au corps pur, quoi. Non mais... Tout à fait, exactement. Et avec elle, eh ben, il doit effectivement continuer la mission de ses ancêtres, à savoir combattre le crime et faire régner la justice. Donc il aide les Avengers, il a effectivement une relation avec Cersei, comme on le voit dans le film. Alors, contrairement effectivement aux Eternals, en termes de pouvoir, c'est extrêmement limité et il a beaucoup moins de pouvoir que les C'est autres. ça, donc le fait qu'il prenne son épée alors qu'un un Céleste arrive, on se dit, bon en fait, c'est pas utile, hein, mec, tu peux t'arrêter, non? C'est pas très logique. Pas du tout, parce que certes l'épée est indestructible, hein, mais face à un Ça ne Céleste, fera pas voler dans l'espace et voilà. aider ses copains, quoi. Exactement. Ok. Non, en revanche, l'épée lui apporte plusieurs propriétés, mine de rien, à savoir que, effectivement, elle est indestructible, donc rien que ça déjà, c'est pas mal. Quand il la tient en main, il est incapable de mourir. Ok, c'est pas mal. Lorsqu'il, je sais pas, il est en train de se battre, il la perd, il tend la main, elle est capable de revenir à lui, un petit peu comme avec le marteau de Thor. Ça me rappelle quelque chose, oui. Voilà. Mais malheureusement, elle reste toujours maudite, et si jamais, il l'utilise mal, ou en tout cas il l'utilise pour tuer gratuitement, il va être poussé à tuer de plus en plus, donc, ce qui arrive au bout d'un moment. En théorie, si tu tues que des méchants, tout va bien. La malédiction, c'est que si tu tues quelqu'un, mais j'imagine que c'est un peu plus compliqué qu'il y a des gens, c'est un peu entre les deux. Exactement. Parce que le monde, il est pas que noir et blanc, il peut être un peu gris. Tout à fait. D'accord. Exactement. Ok. Et donc, au bout d'un moment, il trouve la solution toute trouvée, c'est que il se débarrasse de l'épée et il se fabrique la sienne. Voilà. Ça a pas l'air très compliqué en fait, non? Non, Malédiction à la con, quoi. Franchement, c'est ce qu'il a dit, quoi. Okay. Voilà, parce qu'il fait appel au Docteur Strange dans un premier temps pour essayer de lever la malédiction, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, du coup, pour définitivement remédier au problème, il décide de se débarrasser de l'épée, quoi.
Donc là, vu que tout ça, ça sort d'un coup dans le MCU, le fait que son ancêtre, Arthur, sa figure paternelle a affronté les Avengers et tout ça, bon, à quel point ils peuvent le reprendre ou pas, peut-être que ça va te simplifier, juste il a une famille, une malédiction, une épée, elle est puissante, il décide de l'utiliser parce que sa copine et le monde est quand même dans la merde. Tout à fait, je pense. Ça va peut-être être simplifié comme ça. Ne serait-ce que le fait qu'ils disent qu'avec sa famille c'est un petit peu compliqué, Ouais. ils vont très probablement aborder le fait que le roi Arthur, tout ça, et le fait que probablement son oncle, effectivement, était peut-être pas un super vilain, mais en tout cas pas très sympa. Qu'il ait affronté les Avengers, ça m'étonnerait qu'ils le reprennent, effectivement. Mais par contre, ensuite, toute la destinée de Dane, à savoir sa relation avec Cersei, le fait qu'il rejoigne les Avengers, qu'il les aide dans différentes missions, à affronter plusieurs ennemis, y compris à affronter Kang, tout ça, normalement, devrait en tout cas suivre son cours. Ok, bon, on va prendre un verre d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Là, tu me parles en gros de une potentielle grosse menace, c'est 2 personnes qui pourraient rejoindre les Avengers. Alors parlons déjà des 2 personnages des Avengers. Est-ce que ça te semble être des personnages suffisamment forts, intéressants et vraiment qui vont rejoindre les Avengers? Tu les vois vraiment rejoindre? Parce qu'actuellement on se dit, les Avengers, il y en a plusieurs qui sont morts, ils cherchent le relais. Est-ce que le prochain leader va être Doctor Strange ou le prochain Captain America, donc le Falcon ou Captain Marvel ou je ne sais pas qui est intéressant et qui est dispo? Eux, c'est plutôt des gens qui ont des tempéraments de leader, qui pourraient logiquement rejoindre. Est-ce qu'ils sont suffisamment populaires? Pas les acteurs, mais les personnages pour être excitants Alors pour le coup, Star Fox a les pouvoirs et les capacités pour. La popularité, probablement pas. Mais ça Harry Styles, mais c'est 1000 points de bonus pour une partie de la population, je pense. Effectivement. Dans le cas par contre du Chevalier Noir et de Kit Harington, là par contre ça va être beaucoup plus difficile parce que il est beaucoup moins populaire déjà, effectivement. Et puis il a des pouvoirs qui sont extrêmement limités par rapport à ne serait-ce que Thor, quoi. Voilà. Oui, il a beau pouvoir faire le même geste, il n'a pas les capacités de Thor, il n'est pas puissant et musclé comme Thor, quoi. Absolument pas. Et est-ce que tu penses qu'alors ces gens-là auraient du potentiel, puisque maintenant il y a le MCU au cinéma, mais le MCU sur Disney+, ils pourraient avoir des séries peut-être, que c'est des gens qui sont placés là pour faire une série? Est-ce que Kit Harington pourrait avoir au hasard une série un peu médiévale avec une épée où il se bat contre des choses démoniaques? Ce serait pas totalement déconnant, ce serait même plutôt plausible, effectivement, puisque il va bien falloir l'introduire au bout d'un moment correctement, et là c'est très court ce qu'on nous montre, donc là, ouais, effectivement, imaginez qu'il ait sa propre série et qu'on puisse éventuellement explorer non seulement son histoire à lui, son passé, et en plus celui de ses ancêtres et de sa famille. Ça pourrait être un des projets qui sera annoncé là pendant le Disney Investor Day en novembre prochain. Surtout que ce serait logique d'un point de vue marketing, puisque là, la série Hawkeye est vendue comme une comédie de Noël familiale. S'il y a un truc un peu médiéval, qu'il y a Secret Invasion qui est très SF, et, parano, ce serait logique de cocher une case sachant que Game of Thrones arrive avec un spin-off dans pas longtemps sur HBO Max. Écoute, remettre Kit Harington dans une armure. Voilà, ce serait quand même un pied de nez assez drôle. Est-ce que côté menace, on sait qu'actuellement le MCU, la prochaine grosse menace était plutôt Kang, qui est apparu dans la série Loki, qui va apparaître dans Ant-Man 3, et qui a, il me semble, les capacités pour être un gros méga méchant qui pourrait vraiment foutre la merde et forcer les héros à se rassembler pour l'abattre, c'est ça? Totalement. C'est un des plus gros méchants en tout cas de l'univers de Marvel. Ok, donc le Céleste, c'est peut-être une prochaine menace, c'est peut-être sur une temporalité plus longue, peut-être dans plus longtemps, parce que Kang, ce serait un peu peut-être décevant s'il était tué dans Ant-Man 3. À mon sens, oui, puisque non seulement ils l'ont teasé depuis un petit moment, et ça fait un moment qu'ils le préparent, un petit peu de la même façon que Thanos. C'est pour ça qu'on a ce sentiment que véritablement Kang pourrait être le prochain Thanos et forcer la réunion de tous les héros contre un seul ennemi. Et les Célestes, en tout cas pour l'instant, moi je le vois effectivement comme une menace qui va planer en fait au-dessus, comme une épée de Damoclès véritablement au-dessus de la Terre et des Eternals. Là pour l'instant, la mission des Eternals, c'est surtout de montrer que l'humanité mérite d'être sauvée. Donc, en fait, moi je pense que le mieux ce serait pour eux de se rapprocher des Avengers, effectivement, de faire en sorte que tout se passe très bien sur Terre, qu'il n'y ait pas de conneries. Ce qui, on le sait, va très mal se passer, puisque dans pas si longtemps que ça, il y a un certain Peter Parker qui va foutre le bordel avec le multivers, avec son ami le Doctor Strange. Donc rien que ça, déjà, en termes de l'humanité mérite d'être sauvée, ça va pas être terrible. Et surtout, en revanche, là où on va revenir au Céleste bien plus tard, j'ai oublié de le dire, c'est que dans la scène post-générique avec Kit Harington, à la toute fin, la fameuse voix qu'on entend, c'est celle, en tout cas de celle que j'ai reconnue, c'est la voix de Jeffrey Wright, qui donc est la voix du narrateur dans What If, donc le gardien. Donc éventuellement, est-ce que cette fameuse opposition entre les gardiens et les Célestes va
ressurgir bien plus tard, en fait, via effectivement le Chevalier Noir et Kit Harington, peut-être, sachant que le Gardien déjà va avoir forcément un œil sur ce qui se passe avec le multivers, avec le Doctor Strange, etc. Donc peut-être que ça se trouve, la Marvel est en train de doucement introduire les Gardiens, puis ces différents personnages, pour ensuite arriver jusqu'à Kang, et une fois que Kang est réglé, on s'occupera des Célestes qui reviendront véritablement juger l'humanité en temps et en heure. Donc peut-être qu'on a sur une... comme le MCU commence à vraiment grossir et à avoir une visibilité un peu longue, peut-être qu'ils sont en train juste de placer le méchant actuel qui est Kang sur peut-être pas mal de films, peut-être à un prochain Avengers, et qu'ils ont planté la graine des Célestes qui pourraient être encore plus loin ou peut-être une menace en parallèle. Et d'ailleurs, il me semble que tu as lu une théorie assez intéressante sur potentiellement Galactus et le lien avec les Célestes, parce qu'on est quand même maintenant, on rentre à un niveau de combat stellaire qui est encore différent de celui de Thanos, encore plus des minus sur Terre, parce que donc les Célestes, on les voit, leur business, c'est de faire de nouveaux Célestes qui, eux, créent, entretiennent la vie dans le monde, donc c'est plutôt des gentils, c'est plutôt des jardiniers quoi, qui considèrent que l'espace et le cosmos c'est un terrain à entretenir, et pour par contre faire créer des Célestes, donc des jardiniers, je caricature à peine, ils plantent des graines dans des planètes comme la Terre, et l'énergie des êtres humains leur permet de faire grandir les Célestes, et après par contre les Célestes quand ils naissent comme les aliens, ils tuent leur hôte. Donc il y a un sacrifice de vie humaine, mais en même temps cette vie de Céleste qui a été construite sur la mort permet de créer la vie partout. Et Galactus, il me semble que lui, pour le coup, il arrive et bouffe des planètes entières. C'est exactement ça. C'est une théorie, en tout cas, qui n'a jamais été prouvée, ou en tout cas, pas que je le sache, effectivement, mais qui suppose que, effectivement, les Célestes, étant donné qu'ils utilisent les différentes planètes pour continuer d'exister, de se multiplier et ensuite de continuer de faire proliférer la vie, Galactus serait véritablement un opposé à eux, puisque, effectivement, il dévore les planètes, et pourrait être un de ceux qui s'opposent véritablement aux Célestes. Ça n'a jamais été, en tout cas on n'a jamais vu affronter véritablement un Céleste ou même se dresser face à eux, mais en tout cas c'est sûr que ses actions, en tout cas Galactus, se posent véritablement à l'inverse de ce que veulent faire les Célestes. Sachant qu'il va y avoir un film, Les 4 Fantastiques, qui va arriver. C'est ça, ce serait logique qu'il y ait dans un coin de la tête de quelqu'un Galactus, puisque les 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent et Galactus, ils sont tous liés, donc ça va arriver un jour ou l'autre. Exact. Et sachant que les 4 Fantastiques affrontent aussi Kang, est-ce qu'éventuellement, en fait, les 4 Fantastiques vont être introduits, ensuite on va se débarrasser de Kang, et ensuite, avec la menace de Galactus, là, les Célestes éventuellement pourraient arriver, et peut-être que si ça se trouve, c'est les Célestes qui aideront à tuer Galactus, ou pas. C'est simplement une théorie que je lâche comme ça et que j'ai lue, mais ce serait pas totalement improbable. Ok. Bon, ça fait... Il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses à... Le prochain rendez-vous du MCU, donc au-delà des séries qui sont plutôt dans leur petit coin, jusque-là. On a Hawkeye là qui va arriver et qui va être... Il y a toi qui l'attends, mais le reste du monde un peu moins, j'imagine. Mais le prochain film, c'est le Spider-Man No Way Home, suivi de Doctor Strange 2, qui eux sont plutôt dans la même mare de les personnages sont établis, il y a Wanda, Scarlet Witch, donc on va jouer avec tout ce bordel et ramener le souvenir des bons films de Sam Raimi. Mais c'est joué un peu dans le même coin de la cour. Après, il y a des choses comme Ant-Man 3, donc on a parlé, qui est aussi lié à Loki avec Kang. Donc jusque-là, on est un peu toujours dans le même périmètre. Quels pourraient être les prochains gros films? On se dirait, ok, ça se raccroche au wagon cosmique des Éternels. À l'horizon, est-ce qu'il y a des choses où on se dit que ça a l'air un peu évident? Captain Marvel 2, pas vraiment. En tout cas, il n'y a rien qui indique trop que c'est dans ce sens-là, puisque c'est les personnages qui viennent de WandaVision notamment. Exactement. Le seul lien éventuellement que je pourrais voir avec The Marvels, c'est que dans les comics, Heroes, Star Fox, il est très ami avec l'ancêtre de Captain Marvel, juste Marvel. Et ensuite, plus tard, il développe une relation d'amitié avec Monica Rambeau. Donc la nouvelle Captain Marvel. Bon, tout le monde est copain, quoi. Exactement. Donc peut-être qu'ils pourraient effectivement croiser leur chemin. Sinon, véritablement... Blade non plus, il n'y a pas de rapport avec... Non, véritablement, ce serait probablement les Gardiens de la Galaxie 3. Peut-être Thor, même si Thor va être déjà très occupé avec le boucher des dieux, avec Jane, peut-être une apparition de Loki. Il risque d'y avoir pas mal de choses. Donc à mon avis, la prochaine fois qu'on entendra parler soit de Star Fox, soit des Eternals, ce sera probablement avec les Gardiens de la Galaxie 3, ne serait-ce que le fait que Star Fox veuille se lancer à la recherche de sa nièce, Gamora, et de Nebula, pour éventuellement savoir ce qui s'est passé avec Thanos et comprendre quelles ont été les actions de son frère sur Terre, et dans l'univers. Ok, donc intéressant. On a peut-être sous les yeux, peut-être, un film qui
plante et prépare des choses pour quand même dans 2 ans. Dans un truc très comme ça. longtemps, ouais. Alors que jusque-là, il y a encore beaucoup de trucs à régler qui ont été lancés avec le multivers qui est en train d'ouvrir ses portes. Donc c'est intéressant, on fera cette vidéo, on fera le compte-rendu des théories dans 5 ans et demi pour voir si On on sera dit des là. conneries, mais tu auras dit des conneries parce que moi j'ai rien dit. C'est certain. Voilà. Je n'ai dit que ça. Je n'ai fait que ça. Je bois un verre d'eau Je t'en prie. avant de faire la conclusion. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et ben, merci de l'avoir suivi. Merci à Geoffrey. Je t'en prie. Vous pouvez, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche. Vous pouvez aussi devenir membre premium d'Écran Large pour avoir des super articles abonnés qui sont faits avec amour et tendresse. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour nous dire aussi si vous aussi vous avez des théories sur les Eternals, sur Star Fox, sur Black Knight, sur le rôle qu'il pourrait jouer éventuellement, ou si jamais j'ai dit une énorme connerie et que vous voulez me tomber dessus, allez-y, il n'y a pas de problème. Nous, on vous fait des gros bisous et à bientôt.